Eh bien, bonsoir à tous. Voici le deuxième temps de ce cycle annuel, le deuxième pas de ce que nous avons appelé la marche méditative de la Terre la fois dernière. Juste un petit mot peut-être pour ceux qui n'ont pas assisté à la première étape, celle du Capricorne, pour bien resituer ce que nous faisons. En fait, cette année, nous allons chercher à traiter du rythme des énergies. Les énergies que nous appelons Capricorne, Verseau, Poisson, Bélier, etc., sont des énergies qui sont enclenchées par la marche méditative de la Terre autour du Soleil et dont nous bénéficions tous. Je ne vais pas vous refaire toute l'explication. À partir de là, ce qui est intéressant, c'est de voir que nous-mêmes, humanité, ainsi que tout ce qui vit sur Terre, nous sommes complètement empreints de ces énergies. Elles nous sont proposées à différents degrés de sensibilité. On peut les capter à un niveau subtil, on peut les capter simplement à un niveau plus grossier. On peut en faire des choses vraiment intéressantes, au contraire, on peut en faire des choses tout à fait banales par rapport à notre quotidien. On aura l'occasion d'y revenir. C'est pour ça qu'on parle souvent de qualité ou bien de défaut. En fait, ces énergies n'ont que des qualités. Les défauts, c'est seulement lorsqu'on est amené à s'en servir d'une manière tout à fait personnelle et égoïste. C'est seulement la façon dont nous nous servons des énergies qui fait que ce sont des qualités ou des défauts, mais elles-mêmes sont absolument hors catégorie. Ce qui est important, c'est de voir combien vivre ces énergies, c'est nous remettre justement dans un rythme. En effet, on sait très bien que tout est rythmé et que vivre selon ces rythmes, c'est vraiment important dans une mesure créatrice. On sait très bien que si on fait les choses à contre-temps, ça ne va pas du tout. Si vous allez chez l'acupuncteur, il va vous dire peut-être que vous êtes dans la saison ou vous n'êtes pas dans la saison. Dans beaucoup de travaux justement sur l'énergétique, on met beaucoup l'importance sur le fait de faire les choses au bon moment. D'ailleurs, comme en jardinage, là aussi, si vous ne faites pas les choses au bon moment et dans la bonne saison, vous allez avoir des problèmes. Par conséquent, ce qui est important, c'est de voir comment nous allons suivre cette année ce qui nous est proposé comme travail essentiel chaque mois. Là, donc, le mois dernier, par rapport au Capricorne, on a commencé en se disant, il y a ces trois questions que nous pourrions voir. La première question, c'est commencer l'année en se disant, qu'est-ce que nous faisons ici? Réaliser que nous sommes sur un chantier planétaire sur lequel on doit amener l'amour. D'accord. Mais qu'est-ce que c'est que ce chantier? À quoi ça ressemble? Quel est le projet? C'est quoi ce plan? Même si nous avons déjà de sérieuses idées sur la question, c'est toujours ouvrir et ouvrir de plus en plus grand, de plus en plus large, à l'infini, pour mieux percevoir de quoi il s'agit. Une fois qu'on a fait cette ouverture, la deuxième question qui nous était posée, c'est à partir de là, qu'est-ce qui est vraiment intelligent de faire? Et c'est là que nous nous inscrivons, nous, dans une démarche globale, dans une démarche de l'humanité, en nous disant, alors, qu'est-ce qu'il est vraiment intelligent de faire? Je commence une année créatrice, je m'inscris dans quoi? Et le troisième élément que nous avions vu, c'était, nous disions, à partir du moment où on s'inscrit dans une action, dans une création, il est important de considérer un certain nombre de choses comme le karma, comme la cohérence, le sentier de la main gauche, le sentier de la main droite, la responsabilité, qui étaient des qualités en rapport avec la planète Saturne et l'énergie du rayon 3. C'était donc vraiment une énergie très mentale, de structuration, une énergie qui nous faisait démarrer l'année en nous disant, allez, de quoi il est question et dans quoi je m'engage? Peut-être avez-vous travaillé cela ce mois-ci, et peut-être avez-vous même profité pour voir que un mois seulement pour travailler les énergies, ça peut paraître long dans un premier temps, on s'aperçoit très vite dans un deuxième temps que ça passe très vite. Et que quelquefois on s'aperçoit que comment? C'est déjà la conférence du mois d'après, mais j'ai pas à peine commencé à travailler vraiment le mois d'avant. Donc on s'aperçoit que finalement sur 12 mois, il y a 12 propositions de travail et que ça passe effectivement relativement rapidement. Vous allez vous apercevoir également qu'au fur et à mesure des mois, suivre ces énergies, c'est nous remettre dans le flux de la vie et c'est vraiment nous aider à une meilleure créativité et un équilibre dans tout l'ensemble de notre vie. Et ceci, que nous, quoi que nous fassions, que nous le consacrions simplement à notre vie personnelle ou que nous le consacrions dans la vie spirituelle et de la vie de groupe. Naturellement, notre proposition, c'est pas pour vous aider au niveau de la vie personnelle, ça va même peut-être plutôt vous compliquer les choses du point de vue de la vie personnelle, puisque c'est une ouverture à la vie de l'ensemble. Ouverture à la vie de l'ensemble, c'est justement ce que propose cette deuxième énergie, l'énergie du Verseau. L'énergie du Verseau va être naturellement dans la suite logique du Capricorne, comme à chaque fois, mais en même temps en présentant des choses tout à fait différemment. Ce qui est présenté, c'est vraiment une énergie différente dans le sens où elle n'est plus structurante, mais elle est surtout une qualité d'amour. La qualité fondamentale que nous allons travailler dans le Verseau, c'est l'amour. C'est la qualité essentielle. La fois dernière, oui, on avait Saturne avec le rayon 3 d'intelligence créatrice, la responsabilité. Cette fois-ci, nous aurons Jupiter, la planète de l'expansion de conscience, ce qui nous appelle sans arrêt à reculer les limites et de plus en plus conscients de tout,
de cet ensemble que nous allons appeler l'amour, et à entrer progressivement dans cet aspect amour. Ça va être la première qualité fondamentale. Et puis on va voir, comme tout à l'heure, que Jupiter se fait aider par une seconde planète qui s'appelle Uranus, la planète du rayon 7, qui est la planète de la magie blanche. Je vais vous en parler tout à l'heure. La planète justement de la mise en œuvre sur le plan concret, et qui consiste à amener le monde de l'âme dans l'évolution donc du monde. On va voir ça donc, comment le rayon 2 et le rayon 7 se donnent la main pour pouvoir aller vers de plus en plus d'unité. Souvent, quand on quitte le Capricorne, on pourrait avoir tendance à reprendre des choses personnelles. D'ailleurs, comme nous l'avions souligné, on est tous incités à avoir des bonnes résolutions personnelles, puisqu'on nous souhaite des bons vœux personnels. Qu'est-ce que tout ce que tu veux, je te souhaite que ça aille bien pour toi. Donc du coup, souvent, on sort du Capricorne en disant, bon, c'est vrai que je prends des responsabilités, j'ai mieux compris le plan, je vais faire ceci. Et le Verseau va nous dire, oui, non, mais c'est bien de t'engager comme ça, mais ensemble. C'est l'amour qui est la qualité fondamentale de cette histoire. Oui, mais c'est quand même moi qui prends des responsabilités. Non, pas seul, ensemble. Et donc sans arrêt, on va nous rappeler, non, pas tout seul. Oui, mais c'est quand même moi qui... Pas tout seul. Oui, mais il faut quand même que je le fasse, pas tout seul. Oui, il faut quand même que je conçoive, pas tout seul. Ensemble. Vous voyez le titre de ce soir ? Ensemble, on assiste sur le non pas seul, mais ensemble. Ça, c'est vraiment la qualité fondamentale que va nous rappeler le Verseau, parce que quelquefois, le Capricorne a tendance à prendre les choses un peu à bras-le-corps, et assez individuellement. Donc aussitôt, on nous dit, allez, non, remets les choses dans la globalité, dans l'ensemble. C'est donc ce qu'on va travailler, et on pourrait dire que le mois que nous allons aborder maintenant, le mois du Verseau, est spécifiquement relié à cette histoire d'amour et d'unité. Comment définir l'amour ? Ou plutôt, comment essayer de vous rappeler ce qu'est l'amour, puisque nous ne parlons pas d'autre chose dans toutes ces conférences que de l'amour. C'est la qualité fondamentale. C'est la qualité fondamentale du plan que nous devons mettre en œuvre. Mais peut-être d'essayer de rappeler un certain nombre de choses, puis comme on va le voir tout à l'heure, d'essayer aussi peut-être de vous le présenter d'une manière un petit peu différente. L'amour, c'est la grande force fondamentale de l'univers. C'est la grande force qui construit l'univers. C'est la grande force qu'on appelle la force d'attraction-répulsion. C'est-à-dire que c'est ce qui attire toutes les énergies, c'est ce qui attire toutes les molécules, tous les atomes, toutes les particules, qui les attire ensemble, jusqu'à un certain point où elles sont légèrement repoussées, parce que sinon, s'il n'y avait qu'une force d'attraction, tout serait amalgamé en un gros tas. Donc il est nécessaire que les choses soient quand même légèrement repoussées. L'électron orbite à une certaine distance du noyau, de même que les planètes à une certaine distance des étoiles. La grande force d'attraction-répulsion, qui est la grande force scientifiquement reconnue universelle, eh bien c'est la force qui crée cet univers depuis les formes les plus petites jusqu'aux plus grandes. La force d'amour, c'est donc non seulement cette force d'attraction-répulsion, mais c'est en même temps quelque chose qui va maintenir en cohésion toutes les formes. C'est la force qui fait que les formes ne se dispersent pas. Elles restent en cohésion le temps que nous appelions la vie. Naturellement, dès qu'on appelle la mort, c'est que la force de cohésion est retirée, et à ce moment-là, toutes les particules peuvent retourner chacune de leur côté. Donc c'est rend cohérent. Et enfin, troisième élément important, eh bien, la force d'amour relie toutes les formes d'existence selon une loi fondamentale qu'on appelle la relation organe à organisme. La relation d'organe à organisme est quelque chose qui existe quelle que soit la taille de la forme en question. Qu'il s'agisse tout simplement d'un atome, d'une molécule, qu'il s'agisse d'un animal, d'un humain, d'une planète, d'une étoile, chaque chose à un moment donné quelconque peut se reconnaître comme un organisme parfaitement autonome, qui fonctionne en soi. Mais très vite, il va reconnaître qu'en tant qu'organisme, il n'est en fait qu'un organe d'un organisme plus grand. Lequel organisme plus grand devra reconnaître qu'il est lui-même qu'un organe d'un organisme encore plus grand, lui-même organe d'un organisme encore plus grand, lui-même, et ceci à l'infini, vers les distances absolument fondamentales de l'espace, ou bien vers l'infiniment petit. Et donc ça, c'est vraiment le processus d'amour. Donc vous voyez comment l'amour, on peut arriver à trouver trois éléments fondamentaux. C'est vraiment donc ce qui construit l'univers, c'est ce qui le maintient en cohésion, et c'est ce qui le maintient dans une relation d'organe à organisme. Alors là, vous pourriez me dire, mais dis donc, ta définition de l'amour, c'est pas très sentimental, ça ressemble à des lois scientifiques. Ben oui, toutes les lois fondamentalement sont ainsi. C'est vrai que le côté sentimental de la chose, le côté affectif de la chose, il n'y a que l'humain qui le met. Parce que l'amour vécu par l'animal, le végétal, le minéral, l'atome, etc., ne met pas du tout de sentiment. Et au-dessus de l'humain, on ne met plus du tout de sentiment. C'est simplement la façon dont l'humain, momentanément, très momentanément, apprend cette dimension d'amour. C'est-à-dire que comme l'humain, pendant un certain temps, au lieu de voir les choses mentalement, il les apprend par le sentiment, par l'émotionnel, par sa sensibilité, il ne peut pas s'empêcher d'y mettre quelque chose qui ressemble à de l'affect. Donc dès qu'il sent une force d'attraction, il dit « Ah, il y a amour !»
j'aime ou on m'aime. Et dès qu'ils sentent une certaine force de répulsion, ils disent ah, on m'aime pas ou j'aime pas. C'est une interprétation émotionnelle qui ne dure que très peu de temps dans l'histoire de l'humanité. En réalité, c'est vraiment quelque chose qui se fait en dehors de cela. Pas facile à développer pour l'humain. Pas facile parce que nous sommes dans une histoire dans laquelle nous avons dû développer l'individualisme. En effet, l'état de conscience fondamental par lequel se définit un humain, le règne humain, c'est le moi-je. C'est la capacité de pouvoir affirmer son état de conscience individuel. Et donc forcément, cet état de conscience individuel sépare des autres, nous coupe des autres. Et momentanément, c'est vrai que plus on affirme nécessairement cet individualisme, plus on se coupe quelque peu de l'amour. Plus on se coupe de cette force globale, de cette perception de l'ensemble, de cette perception de l'unité que finalement représente réellement cette force d'amour. Et pourtant, c'est quelque chose que nous allons devoir progressivement développer, apprendre. On va devoir faire des efforts par rapport à cela parce que une fois que nous aurons réussi tous à mettre en œuvre l'amour, on pourrait dire que le chantier planétaire sera en bonne voie, puisque notre rôle, c'est vraiment d'amener l'amour consciemment, partout, dans toutes les formes, dans tous les règnes, à tous les niveaux sur la planète Terre. Le jour où la planète Terre sera entièrement imprégnée de cette notion d'unité et d'interdépendance, on pourrait dire à ce moment-là que la mission est réussie et nous pourrons passer à la suivante. On a le temps de se revoir. Bon. Pour vous parler d'amour, aujourd'hui nous avons choisi 4 points pour changer un petit peu les angles d'approche. 4 points selon lesquels on peut essayer de voir ce que représente cette interdépendance, cette interrelation dans l'unité. On va voir d'abord l'interrelation et l'interdépendance des êtres sur Terre. L'interdépendance et l'interrelation des espaces. L'interrelation et l'interdépendance des différents plans de conscience. Et l'interdépendance et l'interrelation des rythmes. Voilà. Les 4 points que nous allons voir ce soir et qui vont enrichir notre façon d'approcher peut-être justement l'amour et de le travailler, puisque ce mois-ci, c'est ce que nous avons véritablement à travailler. En effet, le Verseau a une caractéristique particulièrement importante, c'est qu'il représente le grand cycle dans lequel nous entrons, qu'on appelle l'ère du Verseau. Vous savez qu'il y a depuis 2000 ans, nous étions dans l'ère des poissons, et que maintenant nous entrons dans l'ère du Verseau. Et que ces grandes idées sont extrêmement importantes parce qu'elles représentent des énergies fondamentales. Par exemple, l'individualisme a été vraiment la note clé de l'ère des poissons. Ça fait 2000 ans qu'on s'individualise de plus en plus et qu'on peut vraiment affirmer ce moi-je. L'amour, la conscience de groupe, va être la note clé des 2 prochains millénaires. C'est pour ça qu'on vit une période tout à fait passionnante, parce qu'actuellement, on voit très très bien le passage de l'un à l'autre. On voit encore les gens qui continuent de s'individualiser, et c'est absolument indispensable. Et on voit déjà les gens qui sortent de l'individualisme et qui commencent à penser en termes d'ensemble, en termes de groupe, et ça, c'est déjà l'amorce de l'ère du Verseau. Nous sommes dans une charnière, dans un fondu enchaîné entre les deux, et c'est ce qui fait que cette période est importante. Naturellement, chaque année, au moment du Verseau, et bien pour nous, c'est le moment d'entrer un petit peu plus dans la note clé de cette ère du Verseau dans laquelle nous entrons tous ensemble. Premier point, l'interdépendance, l'interrelation en ce qui concerne les êtres. Du point de vue de ce que j'appelle les terriens, c'est-à-dire tous les êtres vivants qui vivent sur Terre, minéral, végétal, animal, humain, les esprits de la nature, etc. Tout ce qui vit sur la Terre, tous ces êtres-là sont véritablement des êtres évoluant sur ce grand chantier planétaire. Ils sont naturellement tous complètement dans un processus d'interdépendance et d'interrelation. Ce qui est tout à fait nouveau comme considération. Alors on pourrait dire, mais s'ils sont tous alors dans un processus d'interdépendance et d'interrelation, ça veut dire que l'amour est. Oui, mais instinctivement. Ça veut dire que l'amour a mis en place des processus complètement instinctifs concernant le minéral, le végétal, l'animal. Même souvent les humains, à leur début, quand ils sont encore un peu à l'état sauvage, fonctionnent complètement encore en évidence avec leur forêt, avec l'endroit où ils sont. Ils se sont complètement pas séparés du tout avant que l'individualisme n'intervienne. Mais c'est instinctif. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. C'est quelque chose dont on n'a pas véritablement conscience. Le but, c'est d'arriver à prendre conscience totalement de cette loi d'amour. Et pourtant, on va découvrir que c'est pas que ça qu'on nous a enseigné. Avec Darwin, on nous a enseigné plutôt que l'évolution était quelque chose de compétitif. On nous a enseigné souvent qu'il y avait une compétition, une lutte à l'intérieur des règnes, une lutte pour la vie, une lutte pour la survie, et que souvent même c'était les meilleurs ou les plus forts qui réussissaient à survivre, à se reproduire, et que c'est ainsi que se faisait l'évolution.
Or, surprise, depuis maintenant une vingtaine, une trentaine d'années, les chercheurs vont complètement bousculer ça, et maintenant ils sont tous d'accord. Non, il n'y a pas de compétition. Non, on ne se bouffe pas mutuellement. Non, ce n'est pas une jungle. C'est un processus de coopération. Et partout où ils regardent, partout on trouve la coopération fondamentale. À l'intérieur de nous, quand on réalise que nous sommes nous-mêmes habités par des milliards de bactéries, au début, il y avait certains médecins qui disaient peut-être qu'il faudrait éradiquer tout ça pour faire propre. Voilà, super antibiotique. Et on réalise maintenant que si on n'a pas ces milliards de bactéries, on meurt tout de suite. C'est à ça qu'on doit la vie. Oui, mais à l'intérieur, elles se bouffent, etc. Pas du tout. Il y a une coopération absolument extraordinaire. Et plus on découvre cette coopération, c'est une autre façon complètement de voir la vie. Même chose par rapport à la nature, qu'on nous a souvent présenté comme quelque chose qui était aussi extrêmement rugueux, combatif. Pas du tout. Là, on s'aperçoit qu'à l'intérieur des espèces, il y a une coopération extraordinaire. Hein, vous avez certainement vu ce livre qui a eu beaucoup de succès ces derniers temps, La vie secrète des arbres, dans lequel on découvre qu'effectivement, les arbres, par leurs racines, collaborent, intercommuniquent, se soutiennent, etc. Et qu'on est très loin de l'image de combat et de séparatisme qu'on avait. Et que finalement, apparemment, on a des arbres séparés. En réalité, il y a toute une interconnexion qui se fait par les racines. Même chose par rapport aux animaux. Je crois que vous connaissez tous, certainement, vous avez entendu parler de l'expérience des loups du parc de Yellowstone, où dans le parc de Yellowstone, ils se sont intéressés à remettre un certain nombre de loups, pas beaucoup. Et finalement, ça a tout bouleversé, parce que les loups ont changé les habitudes de certains ruminants, qui, eux, ont changé les habitudes d'autres personnes, qui font que ça a eu des conséquences sur le monde végétal, des arbres, des plantes qui ont repoussé, du coup des castors qui sont arrivés, et puis ça a changé du coup le lit des rivières. Bref, une espèce de système en cascade comme ça absolument extraordinaire qui fait qu'on s'aperçoit que, mais c'est fabuleux, il y a une coopération entre tout ça. Et lorsqu'on coupe à un moment donné quelque chose, on coupe quelque chose de cette coopération. Et puis, naturellement, nous l'avons vu il y a 2 mois, à propos de l'écosophie, on a vu l'importance de ce processus de Gaïa, la planète Terre, combien c'est quelque chose de vivant, c'est une planète vivante, et que nous collaborons tous à la vie de cette planète. La planète Terre n'est pas un caillou sur lequel nous sommes posés. C'est un être vivant qui a un projet de conscience, et ce projet, c'est l'amour. Alors on pourrait dire, et l'humain là-dedans? L'humain, il est souvent considéré comme celui qui gâche tout, comme celui qui pollue tout, comme celui qui est tellement individualiste. Alors lui, on dit, la compétition, la coopération, il ne connaît pas. Oui, c'est vrai que c'est vrai pendant un temps, là aussi. C'est vrai que tant qu'on s'individualise, on a besoin, c'est un mal nécessaire, pour pouvoir arriver à dire, je suis autonome, je me suis construit, c'est vrai qu'on se coupe un petit peu des autres et qu'on a affaire à la compétition. Mais comme je vous le disais, on est vraiment dans une période de fondu enchaîné, et on s'aperçoit maintenant combien de plus en plus, on est en train de passer à autre chose. Comment on découvre de plus en plus la coopération, même entre les humains, entre les pays, entre les sociétés, à tous les niveaux. Les systèmes de coopération se font de plus en plus forts, de plus en plus présents. Et même ce qui est intéressant, c'est que nous-mêmes, nous voyons cette coopération de mieux en mieux. Et ça, c'est bon signe. Vous savez que pour se renseigner sur l'état de conscience que nous avons, il faut essayer de réaliser ce qu'on voit. Par exemple, quand une femme est enceinte et qu'elle se promène dans la rue, bizarrement, elle ne voit que des femmes enceintes partout. C'est étonnant comme en ce moment, si vous achetez une nouvelle voiture, bizarrement, vous ne la voyiez pas avant, mais maintenant, vous ne voyez que celle-là. Oui, c'est intéressant de voir qu'on voit ce qu'on est. Plus vous voyez la coopération actuellement sur la planète, plus vous êtes dans cet état d'esprit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui voient la coopération, qui parlent de coopération, qui filment la coopération, qui nous en montrent un petit peu des échos. Ça veut dire que c'est en train de se faire. Ça veut dire que ce fondu enchaîné, maintenant, on est encore, bien sûr, il y aura encore beaucoup d'individualisme et d'égoïsme, parce que des gens n'ont pas encore fini complètement tous de s'individualiser, mais on est déjà passé sur l'autre rive, et la coopération est vraiment quelque chose qui se met en place de plus en plus. L'amour, c'est avant tout cela, c'est développer cette fonction de cœur, cette fonction de globalité. Et le Verseau nous incite à dire, considérez cela d'une manière globale. Mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que souvent la façon dont nous voyons les choses, c'est toujours à partir de nous. Par exemple, lorsque moi je constate le monde, je constate la société, je constate les animaux, les végétaux, je constate tout ça, et que je me dis, mais je les prends en compte, je les aime, je tiens compte de tout cela, je voudrais faire des choses pour eux. Aussitôt, on va dire, je commence, je pense, à être un être de cœur, puisque je voudrais faire des choses pour l'ensemble, sans réaliser qu'il y a moi et l'ensemble.
Et que la difficulté d'être de cœur, c'est qu'il faut sortir du moi. Ça va demander une impersonnalité. Et c'est pour ça que c'est très très difficile d'arriver à devenir un être de cœur. Et que c'est là que se fait souvent la confusion. En effet, tant que c'est moi qui veux des choses pour l'ensemble, c'est moi qui aime l'ensemble, c'est moi qui considère l'ensemble, je ne suis toujours pas de cœur. Être de cœur va nous demander un travail verso qui est loin d'être évident. Pour vous aider un petit peu à comprendre ce que ça demande, on pourrait prendre une comparaison. On pourrait dire que nous allons apprendre le cœur au fur et à mesure qu'on va peut-être s'allier avec d'autres personnes. Par exemple, la première expérience qu'on peut vivre d'une manière en générale, c'est une famille. Si à partir du moment où 2, 3, 4, 5 personnes, si vous commencez à vous sentir famille, et non pas membre d'une famille, si vous arrivez à penser en termes de famille, en termes de comportement, de famille, de vacances pour la famille, de courses pour la famille, quand vous commencez à vous en dire, c'est un automatisme, si vous vous sentez progressivement famille, bah c'est un tout petit début de cœur. C'est-à-dire que ce n'est pas vous qui pensez à la famille, vous êtes en quelque sorte famille. Vous êtes devenu cela. Naturellement, on le vit tous assez facilement, avec un petit nombre de personnes. Ça commence au couple, à la famille. Mais c'est vrai que dès qu'on s'agrandit, ça devient beaucoup plus complexe, et c'est là que ça vous montre la difficulté du cœur. Le cœur, ce n'est pas penser individuellement à l'ensemble. Le cœur, c'est penser en tant qu'ensemble à l'ensemble. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai fait l'effort de m'identifier à un ensemble, et en tant que cet ensemble, je travaille avec d'autres ensembles. C'est pour ça que vous voyez que le travail du cœur est un travail vraiment difficile, et que c'est vraiment l'enjeu fondamental de l'ère du Verseau, et que c'est vrai qu'on développera ça donc progressivement. Pour l'instant, je vous fais bien la différence parce que on pourrait dire, c'est le premier travail qu'on pourrait imaginer dans ce mois du Verseau. Ce mois du Verseau, c'est comprendre cette conscience d'ensemble, cette conscience de groupe, comme on l'appelle. Arriver à percevoir que nous devons en sortir par l'impersonnalité de l'importance qu'on donne à soi, à ses perceptions, même si ce sont des perceptions sympathiques des autres, de manière à pouvoir dire, voilà, en tant qu'ensemble, quand je réussis à certains moments à m'identifier à cet ensemble qu'est l'humanité ou la planète Terre, c'est des moments peut-être très courts, je me sens faire partie de cet ensemble. Et en tant qu'ensemble, nous existons, nous sommes, et là, il y a quelque chose de l'amour qui est en train de se développer. Tout le travail d'amour, il est là. Et il est vraiment la première proposition au Verseau. Quand je vous disais que nous devons travailler ça, c'est pas à le comprendre, parce que quelquefois le comprendre, on le fait facilement, c'est surtout de le sentir. C'est là où justement, dans le Capricorne, on avait vraiment à comprendre des choses, à réfléchir sur des choses. Là, dans le Verseau, maintenant, on a vraiment à vivre, à sentir quelque chose de quelque peu différent. Maintenant, dans le Verseau, on doit essayer de rentrer dans ce que c'est que cette conscience globale, comme si on se glissait là-dedans, comme si on réussissait quelque peu à disparaître individuellement pour faire partie de cet ensemble, de cette communauté. Même si c'est momentané, même si c'est partiel, même si naturellement le moi reprend tout de suite le dessus. Mais voilà, c'est au fur et à mesure qu'on fait ça, voilà, là les choses avancent. Même si ça ne change rien dans notre quotidien dans un premier temps, mais on ne peut pas imaginer à quel point les choses avancent quand on se glisse progressivement là-dedans, dans cette conscience d'ensemble, dans cette conscience globale. Ça nous amène à une chose difficile, c'est disparaître un peu de sa propre importance pour se relier à nous sommes cette globalité. C'est assez étonnant parce que dans 2000 ans, à la fin de l'ère du Verseau, il faut imaginer que les gens seront tellement dans cette conscience d'ensemble qu'ils auront du mal à comprendre la conscience individuelle quand on leur racontera. Quand on racontera que les gens étaient individualistes, se faisaient un projet de vie personnelle et se débrouillaient tout seuls, en s'occupant un peu des autres, mais c'était eux. Mais comment c'est possible? On est tellement la globalité, on est tellement... Oui, celle sera le progrès justement des 2 millénaires qui viennent. Donc voilà un mois pour développer déjà cette première étape. Ça, c'est vraiment ce qu'on pourrait appeler donc cette perception des autres. Le défaut de cela, c'est-à-dire lorsqu'on se sert mal de cette énergie d'interrelation. Pour les gens, par exemple, qui vont travailler les énergies Verseau, même si vous avez du Verseau dans votre thème astrologique, ou que vous n'en ayez pas du tout, ça n'a pas d'importance, on va tous travailler ces énergies Verseau. À partir de ce moment-là, ce serait de dire, moi je suis un être extrêmement relationnel. C'est vrai que quand on a des énergies Verseau, on adore la relation. On vit par la relation. La relation est extrêmement importante. S'il n'y a pas de relation, je meurs. Tout est un monde de relations. Et donc, dans les Verseaux, on trouve beaucoup de gens qui vont donner dans l'associatif, dans les ONG, qui vont faire des tas de choses par rapport à l'ensemble. Parce que là, ils trouvent vraiment quelque chose à faire. C'est justement pour eux ce qu'ils appellent peut-être une conscience globale, une conscience d'ensemble. Mais attention,
C'est là où je vous ai mis en garde, ça n'est pas forcément une conscience d'ensemble. Quelquefois, la façon de s'individualiser quand on est avec les énergies Verseau, c'est de s'occuper des autres. C'est la façon dont j'existe. Je m'occupe des autres, donc j'existe. C'est pas le cœur. Et c'est là où justement ça nous demande un savant discernement. Il faut qu'on arrive à voir la différence entre quand moi je m'occupe des autres, quand moi j'ai intérêt à faire ça, ou quand moi c'est tellement important dans ma vie que je fasse ça, ou mais non, je suis humanité, ou je suis société, ou je suis l'ensemble. Oui, c'est ce discernement qu'il faut réussir à percevoir entre la qualité, ce qu'on pourrait appeler de cet amour, la qualité Verseau, et puis le défaut, à partir du moment où on reste simplement sur soi-même et son individualisme. Deuxième point important, l'interdépendance, l'interrelation des espaces. Le premier point qu'on vient de voir est souvent le plus connu par rapport à l'amour. Quand on traite de l'amour, c'est vraiment toujours par rapport aux êtres. Peut-être que là, le deuxième est peut-être un petit peu moins évident. Je voudrais commencer par vous parler de météorologie. En effet, le Verseau est un signe d'air. Donc c'est une énergie qui s'insinue partout, qui traite partout. On est vraiment dans l'air. Et s'il y a quelque chose qui passionne l'humanité depuis peu de temps, et pour lesquels elle consacre des milliards, vraiment des milliards, on n'a pas idée des chiffres, par an, c'est bien la météorologie. Ça a une importance décisive au niveau militaire, au niveau de l'aviation, au niveau des récoltes, au niveau, bref, sur plein de choses. Donc les États consacrent des milliards à la météo. De quoi s'agit-il? Il s'agit tout simplement d'essayer de percevoir et de comprendre l'évolution des masses d'air autour de la planète. Naturellement, quand on regardait ça dans la météo telle qu'on la voyait il y a encore quelques dizaines d'années, à la télévision, on voyait juste la carte de France, et on voyait des petits nuages ou des petits soleils, puis voilà, donc la météo sur notre pays, comme quelque chose qui nous arrive à nous. Voilà. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'avec les cartes satellites, on voit une météo mondiale. Vous voyez la tempête là qui est complètement au niveau du golfe du Mexique et qui est une espèce d'ouragan. Et ben, il va remonter comme ça, vous le voyez comme ça, et dans un mois, ça nous fait une superbe tempête chez nous. Comment ça? Ils ne peuvent pas rester chez eux? Ah non, non, ça, rien ne reste chez soi. Ce qu'on réussit à percevoir et à visualiser maintenant avec la météorologie, c'est de voir que finalement, ces masses d'air, elles sont absolument universelles. L'air est absolument partout. Et que finalement, tout ce qui se passe, au point de vue des orages, au point de vue des tornades, au point de vue du beau temps, au point de vue... tout ça finit toujours par arriver chez les autres. Parce que c'est une seule et même masse d'air. C'est un seul et même ensemble. Et oui, ça, c'est extrêmement Verseau. Percevoir que le climat, tout le processus un petit peu des modifications climatiques, c'est quelque chose de mondial. C'est pas du tout quelque chose de personnel, individuel. Et que finalement, il y a une circulation constante à tous les niveaux. Une interdépendance étonnante. C'est une interdépendance qui est tellement complexe, d'ailleurs, qu'il faut des supercalculateurs. Les plus complexes supercalculateurs et les plus performants sont utilisés pour la météo mondiale. Parce qu'il y a tellement de paramètres, il y a tellement de changements, il y a tellement de tourbillons que pour arriver à prévoir la météo à peu près fiable à 5 jours, il faut ces supercalculateurs. Et c'est pas évident. Voilà pourquoi on a inventé dans cette mécanique des fluides une image pour montrer à quel point ça peut varier tout le temps. C'est ce qu'on a appelé l'effet papillon. C'est-à-dire qu'on imagine qu'à un moment donné, dans un petit coin quelconque du monde, un papillon particulièrement amoureux qui va agiter les ailes d'une manière particulièrement frénétique, et puis que peut-être l'autre en rapport va aussi agiter les ailes d'une manière frénétique, et que ça va creuser, ça va faire deux petits tourbillons qui n'étaient pas spécialement prévus d'habitude. Et ces tourbillons, ils vont peut-être se mettre l'un avec l'autre. Et puis que ça va rencontrer un autre tourbillon qui venait d'un courant d'air de quelqu'un qui a ouvert une fenêtre, et ça va créer quelque chose d'un petit peu plus grand. Et ce tourbillon, il va en entraîner d'autres. Et un mois plus tard, on a un cyclone au Texas. C'est les scientifiques qui ont inventé justement cette image pour montrer que les masses d'air sont assez imprévisibles parce que justement, tout est en rapport avec tout. Regarde, quelle belle définition de l'amour. Et que chaque chose a son importance. Vous voyez, quand on dit par rapport à l'amour, ne cueille pas la fleur de peur de détourner la course d'une étoile. On pourrait presque dire, ferme la fenêtre, il y a un courant d'air. Et je n'ai pas envie que ça fasse un cyclone plus loin. Oui. C'est naturellement exagéré, mais l'image est passionnante. Ça montre que finalement, chacun d'entre nous, chaque fois que nous faisons quelque chose, vous voyez, dans cette masse d'air, dans ce climat, parce que ça interagit constamment avec les océans, ça interagit avec les activités humaines. Et donc c'est très très difficile de prévoir ça parce que c'est quelque chose de tout à fait mondial. La météorologie est un processus justement où il n'y a pas de séparation. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que je vous parle météo? Déjà, on a l'interdépendance des espaces, partout sur Terre. Ce qui est intéressant, c'est de le considérer maintenant du point de vue des énergies et des consciences que nous vivons, nous. Regardez par exemple quand nous avons l'habitude de regarder ce qui se passe dans le monde. Il y a tel problème en Irak, en Syrie,
Il y a tel problème en Chine, il y a tel problème aux États-Unis, il y a tel problème en France. On peut imaginer comme ça, sérier les problèmes, les montrer, les juxtaposer. Quelquefois, on peut dire, oui, il y a un certain rapport, parce qu'il y a eu telle action, il y a eu telle chose, donc il y a un rapport entre les deux. Mais quand même, c'est assez juxtaposé, et on se demande qui va résoudre tel problème ou tel autre. Mais ça, c'est une façon tout à fait séparée de voir les choses. En réalité, il faut comparer tout ce qui se passe au niveau événementiel, tous les événements du monde, exactement à la météo. Les événements du monde sont une météorologie globale. C'est la même, c'est pas une masse d'air, c'est la même masse d'énergie conscience. Tout naît de la même masse d'énergie conscience, avec les mêmes choses, avec les mêmes tourbillons, avec les mêmes influences. Ça veut dire que le tourbillon qui va se passer en Grèce va avoir forcément des influences sur tout ce qui se passe autour, et peut-être même aux États-Unis, et qu'en retour, il y aura plein de choses. Donc on ne peut pas séparer les choses les unes des autres. Là aussi, on commence maintenant à bien concevoir que les êtres entre eux, comme on en a parlé tout à l'heure, ne sont pas si séparés les uns des autres. Même chose par rapport aux événements du monde. On pourrait dire quelquefois, on dit, mais c'est pas, on ne peut pas finalement nous imaginer qu'on puisse faire quoi que ce soit pour ça. Est-ce que vous croyez que le papillon, il imagine qu'il peut faire quoi que ce soit pour provoquer un cyclone dans le golfe de Mexique? Certainement pas. Eh bien nous, oui. Il faut se rendre compte que finalement, nous, comme l'effet papillon, nous avons aussi la capacité, à notre petit niveau, d'agir à faire des petits tourbillons d'énergie conscience. On agit avec notre conscience en bien ou en mal, comme on veut, et que forcément, ça a des répercussions sur l'ensemble de ce qui se passe au niveau mondial. C'est les mêmes systèmes de tourbillons. Chacun d'entre nous, ce que nous vivons, eh bien, aussitôt nous le redistribuons. Ce que vit une société, elle le partage sur le réseau d'énergie conscience. Tout ce qui se fait donc a toujours des conséquences sur tout. Et à travers ça, il y a forcément des éléments, des événements qui se passent. C'est impressionnant quand on réalise ça parce qu'on s'aperçoit à ce moment-là qu'il y a vraiment une responsabilité, une co-responsabilité qui est énorme. C'est intéressant parce qu'on va s'apercevoir aussi que chaque fois qu'il se passe quelque chose dans un coin, on aurait tendance à vouloir l'isoler ou le résoudre comme ça, alors qu'il faudrait le considérer totalement, globalement, en fonction de tout ce qui se passe, avec le reste. Et c'est ça que nous avons à comprendre de nouveau par rapport à cette notion d'amour. Il y a une interdépendance complètement de nous tous et de tout ce que nous faisons et de tout ce qui se passe. Les événements, les actes, tout ça, ça n'a rien de séparé, ça n'arrive pas du tout comme ça par hasard. Si bien qu'on pourrait voir qu'il y a une espèce de travail mutuel entre ce qu'on appelle le bien et le mal. Ce qu'on appelle le bien, c'est tout ce qui est en rapport avec l'ensemble, l'amour. Le mal, c'est simplement ce qu'on appelle ce qui est séparé. Donc quand on est séparé, coupé, c'est ce qu'on appelle le mal. Quand on est global, c'est quelque chose donc qui est ce qu'on appelle le bien. C'est intéressant de voir que là aussi, ce qu'on appelle le mal ou le bien, quelque forme que ça prenne sur la planète, finalement c'est complètement interdépendant. On dit souvent que de tout mal sort un bien. Ouais. Mais quand surgit ce bien, il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Il y a des gens qui vont réagir et qui vont prendre finalement des résolutions contraires. Mais de ces résolutions contraires, qui pourraient apparaître comme momentanément un recul, sortira peut-être à nouveau un bien quelque part. Et ainsi de suite. On va donc voir ainsi comme ça des notions de bien et de mal, de séparatisme et de globalité, sans arrêt interférer les uns avec les autres. C'est bien qu'on ne peut pas dire que le bien ne fait que du bien. Non, le bien va certainement provoquer tellement de réactions à des gens que ça ne plaît pas et que ça va provoquer momentanément ce qu'on va appeler un mal, mais qui reprovoquera un bien, et ainsi de suite. Et donc sur la planète, il y a une espèce de fondu enchaîné comme ça entre tout ce qui se passe. Vous savez, c'est un petit peu comme si on avait un ballon mal gonflé. Voilà. Donc il y a toujours un petit creux. Et si vous voulez retirer le creux, vous appuyez en dessous, poup, il n'y a plus le creux. Oui, mais il est en dessous. Quoi que vous fassiez, de toute façon, il y aura toujours un creux. Vous voyez, c'est une espèce d'interdépendance planétaire. C'est un petit peu ce qui se passe sur notre planète. Il y a une forme d'interdépendance comme ça qui fait que quoi qu'on vive, quoi qu'on fasse, il y a toujours en relation comme ça avec l'ensemble. Voilà ce qu'on pourrait dire de ce deuxième aspect qui est moins habituel, qui est de se pencher justement sur notre capacité à voir le monde, les événements du monde, et à ne pas les séparer. À les voir d'une manière complètement reliée, interconnectée. C'est ce que nous avons cherché un petit peu à faire d'ailleurs l'année dernière quand on a étudié les défis de l'humanité, en cherchant à percevoir au-delà des apparences de quoi était-il question, et on tombait effectivement sur des causes énergétiques ou des causes de conscience qui naturellement étaient absolument partout et que nous avions tous à traiter. Ça nous renvoie toujours à notre propre réalité. Alors c'est vrai que ces deux aspects,
l'interdépendance, l'interrelation des êtres, l'interrelation, l'interdépendance des espaces, c'est vraiment quelque chose qui est l'invitation du travail de ce mois-ci. Prendre du temps pour faire ça. C'est vrai que ce qui est en cause, généralement, c'est notre sensibilité. Parce que souvent, ces choses-là, on en a déjà entendu parler, on le sait, on le connaît. Ouais, mais on n'en tient pas compte. On en tient très peu compte. Pourquoi? Tout simplement parce que cette sensibilité à l'invisible, ça se voit très très peu. Alors que nos sens voient la séparation, d'une manière évidente. C'est ça qu'on voit. On ne voit pas du tout forcément le fait qu'on est complètement relié et interconnecté. Et même dans la météo, bon, on voit les nuages. Donc c'est vrai que les nuages, ça nous aide un petit peu à visualiser tous ces courants. S'il n'y a pas de nuages, on ne verrait rien sur les photos satellites. On ne se rendrait pas compte qu'il y a tous ces courants d'air. Et de la même manière, c'est intéressant de voir que tout ça, ça se passe, toute cette interdépendance se passe, tout simplement parce que nous sommes véritablement des âmes, nous sommes des consciences, et que du point de vue de l'âme, tout est relié, tout est interconnecté. On pourrait prendre une image par rapport à ça. Vous avez des végétaux qui sont traçants, comme par exemple les bambous. Donc si vous ne connaissez pas les bambous, vous pourriez dire, tiens, il y a un bambou, là. Et puis, ah, il y en a un autre, là. Oh, puis il y en a un autre 10 mètres plus loin. Donc tu as planté 3 bambous. Non, c'est le même. C'est le même qui trace et qui ressurgit de temps en temps comme ça. Et donc ça peut faire très loin. Donc on peut voir ça. Il y a d'autres plantes, il y a les orties, il y a les fraisiers. Enfin bon, il y a plein de choses comme ça qui font un peu ce même système. Mais il y a encore plus fort, c'est les champignons. Quand on va aux champignons, on peut dire, tiens, il y a un petit bosquet de champignons là, puis 5 mètres plus loin, il y en a un, puis 10 mètres plus loin, il y en a un autre. Donc c'est bien, c'est un coin où il y a plein de champignons séparés. On ne réalise pas qu'il y a un seul champignon. Ce que nous appelons des champignons et qu'on croit séparés, ce sont simplement les organes reproducteurs du champignon, qu'on appelle le mycélium, qui est en fait une espèce de système de réseau de fibres blanchâtres qui se trouve au niveau de la Terre et qui peut atteindre quelquefois des dizaines de mètres carrés. Ça peut s'étendre vraiment sur des... Et de temps en temps, sur ce même mycélium, qui est le même champignon, donc, ressortent des organes reproducteurs que nous appelons des champignons et que nous croyons séparés. Mais tous ces champignons sont évidemment reliés. Ils font partie de la même chose. Eh bien, prenez le mycélium des champignons, inversez-le, vous le mettez en haut, et vous faites un amémium. Eh bien, ce mycélium d'âme, ce groupe d'âmes, c'est ce que nous sommes fondamentalement. Nous sommes tous une même âme fondamentale. Et de cette âme fondamentale surgissent des individus, des événements, des choses qu'on croit comme ça séparées. Oh, il se passe ça, tiens, il se passe ça, tiens, un individu, tiens, un autre. Mais non, tout ça naît exactement du même processus, la même globalité. Ce n'est que dans les apparences que nous sommes séparés des uns des autres, que les événements semblent individualisés. En réalité, tout ceci procède exactement de la même réalité. Et ce que nous avons à faire, c'est justement ouvrir notre sensibilité à cela. Le Verseau, ce mois-ci, à travailler, c'est ouvrir notre sensibilité à la globalité, au-delà des apparences, au-delà des séparations, au-delà de ce qu'on peut voir, de ce qu'on peut constater, au-delà de tout ça, se rendre compte que tout ça procède de la même réalité intérieure. Et ouvrir notre sensibilité à cette réalité intérieure. Il nous reste 2 éléments à voir, l'interdépendance des différents plans de conscience et l'interdépendance des rythmes. Avec ces 2 derniers, on va aussi se faire aider par le rayon 7 que j'évoquais tout à l'heure, et une planète que nous appelons Uranus. Le rayon 7, c'est le rayon qu'on appelle le rayon de la magie blanche, ou on l'appelle le rayon de l'ordonnancement. Pourquoi de la magie blanche? On avait évoqué aussi ça le mois dernier, la magie blanche. La définition de la magie, c'est justement l'âme agit. On ne peut pas faire plus simple comme définition. Quand l'âme agit, c'est la magie. Mais l'âme agit naturellement d'âme à âme. Pour aider quelqu'un, il faut que ce soit mon âme qui agisse sur l'âme de cette personne, qui elle-même agira sur, si elle le juge utile, sur la personnalité. C'est une espèce d'encouragement. C'est ce qu'on appelle la magie blanche. Si moi je décide en tant qu'âme d'agir directement sur la personne, d'un point de vue physique ou d'un point de vue personnel, c'est ce qu'on appelle la magie noire. Je ne reviens pas là-dessus, on l'avait évoqué. Le rayon 7, c'est vraiment le rayon de la magie blanche. C'est le rayon qui cherche à amener de plus en plus l'amour, qui va chercher à amener de plus en plus les qualités fondamentales vers le bas, vers le monde physique. Et donc on l'appelle aussi le rayon de l'ordre, parce que justement tout son travail, c'est de mettre l'ordre de l'amour en bas, dans le monde des formes.
Donc c'est un travail aussi d'unité. C'est pour ça que c'est un collaborateur du rayon 2, de l'amour-sagesse, un collaborateur de Jupiter, mais plus spécifié. Ça veut dire que c'est vraiment quelque chose qui est en rapport avec la mise en forme. C'est Uranus, une planète qu'on va appeler le descenseur. Vous connaissez tous les ascenseurs? Un ascenseur, c'est fait pour monter, et un descenseur, c'est fait pour descendre. Vous allez me dire que parfois, vous prenez un qui fait les deux fonctions. Oui. Mais Uranus, non. Uranus, il amène ce qui est en haut, il l'amène en bas. Uranus, sa fonction, c'est justement de faire que toutes les qualités fondamentales, les qualités d'amour, les qualités de lumière, les qualités de plan d'harmonie fondamentale, eh bien, il faut que ça devienne progressivement en bas. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau par rapport à l'ère du Verseau. En effet, on ne nous demandait pas du tout ça dans l'ère des Poissons, et comme on ne nous le demandait pas, ça tombe bien, on ne l'a pas fait. C'est-à-dire que notre démarche spirituelle pendant l'ère des Poissons, c'était plutôt une démarche mystique. On nous enseignait, et c'était très bien, parce que c'était très juste à l'époque, il fallait commencer par ça, montez, montez, montez. Rendez-vous vers l'âme, rendez-vous vers la lumière, rendez-vous vers l'amour, concevez plus les choses. Et donc on passait notre temps en prière ou en méditation à essayer de monter de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Et puis une fois qu'on est là-haut, c'est encore plus haut. Et une fois qu'on est encore plus haut, c'est encore plus haut. Et on y passait toutes nos vies à essayer de monter comme ça vers ces qualités fondamentales. Et à quelle heure tu redescends? Rien. Je ne redescends pas, j'applique pas. C'était pas au programme. Par contre, c'est au programme de l'ère du Verseau. Dans l'ère du Verseau, avec Uranus et avec cette énergie, on nous dit maintenant qu'on a appris, tous dans des vies antérieures, grâce à nos vies mystiques, on a été beaucoup dans des vies, dans des monastères, en Orient, en Occident, etc. Vous avez appris quelque peu à monter, à connecter l'âme. Maintenant, là où vous en êtes, ce que vous êtes capable de faire, maintenant, il faut l'amener dans le monde physique. Maintenant, il faut véritablement l'amener sur Terre. Autrement dit, c'est intéressant de voir que pendant l'ère des Poissons, on a séparé les plans de conscience. On a séparé l'esprit de la matière. On a séparé la méditation du quotidien. On a séparé le spirituel de ce qui était matériel. On a séparé complètement l'âme et le corps. Le corps est un péché. On a séparé comme ça un certain nombre de choses et qui fait que où on se consacrait à l'un, où on se consacrait à l'autre. Si vous étiez un marchand, ne me parlez pas de spiritualité. Vous ne pouvez pas être spirituel, vous faites dans l'argent. Si vous êtes un homme spirituel, vous ne faites surtout rien, vous ne touchez à rien dans la matière, ça vous salirait. Donc, vous voyez, cette séparation, elle était pédagogiquement intéressante. L'humain avait besoin de passer à ça pour arriver à distinguer les deux. Maintenant qu'on a bien distingué les deux, on nous dit, ok, maintenant la suite de l'histoire, il faut rassembler. Donc maintenant, dès que vous commencez à monter quelque chose, il faut absolument le descendre. Donc, on a travaillé quelque peu dans ce Verseau, vous avez travaillé un petit peu les deux premières qualités, vous êtes entré un petit peu plus dans la communauté des êtres, vous êtes rentré un petit peu plus dans ce processus-là, la communauté des événements, vous commencez à ne plus séparer tout ça, et bien que tout ceci, cette perception globale, eh bien, cherchez progressivement et tout doucement à le vivre dans le quotidien. Il faut que ça s'insinue dans votre mental, il faut que ça s'insinue dans votre émotionnel, dans votre sensibilité, il faut que ça s'insinue jusque dans votre plan physique, il faut que ça descende jusqu'au bout, jusqu'au pied, et que ça se voit. Et que finalement, tout ce que vous faites dans votre quotidien soit porteur de ça. Il ne s'agit pas de changer votre quotidien, il ne s'agit pas de changer de métier ou de devenir un être spirituel, surtout pas. Il s'agit de simplement, dès que vous vivez certaines qualités, de montrer que finalement, dans notre quotidien, c'est quelque chose. Donc finalement, c'est ça que nous dit le rayon 7. Tu as un peu travaillé, tu as un peu médité, tu as un peu prié, tu as un petit peu mieux conçu ce que c'était que l'amour. Il me semble, un petit peu plus. D'accord, très bien. Allez, hop, démonstration. Quotidien. Ça se vit comment? Alors, c'est pas en faisant des choses. Il ne s'agit pas de faire quelque chose de spécifique. Il s'agit d'être autrement. De penser autrement, de regarder autrement, de parler autrement, de relationner autrement, parce que je suis un petit peu plus imprégné de cette conscience de globalité. Du coup, ça me change. Et si ça me change, ça va forcément changer complètement le monde autour de moi. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, nous avons vraiment quelque chose qui nous amène à une synthèse entre les éléments. Il ne s'agit plus du tout de séparer les choses, mais au contraire de relier sans arrêt le haut et le bas. Il s'agit véritablement d'arriver à ce que ce monde-là se déverse continuellement en bas. Naturellement, c'est quelque chose qui va amener quelquefois des insatisfactions. Parce que quand on commence à percevoir un certain nombre de choses, en termes d'ensemble, en termes de ce qui pourrait être juste, ce qui nous paraît évident quand on perçoit ce monde-là, et qu'on redescend un petit peu quelque peu en bas et qu'on voit le monde tel qu'il est,
On dit, mais c'est pas ça. C'est pas ça. Il y a une incohérence. Il y a une incohérence entre ce qu'on aperçoit et puis ce qui est vécu. Il y a une incohérence entre ce qu'on voit, puis même nous, quelquefois, ce qu'on vit. Et donc ça commence souvent par une insatisfaction profonde. Un c'est pas ça. Un c'est pas ça qui va nous amener à vouloir changer les choses. C'est intéressant de voir que l'influence d'Uranus, elle vient surtout depuis qu'on l'a découverte, c'est-à-dire depuis le XVIIIe siècle, et que c'est là que commencent les révolutions. Parce que le rayon 7, il a un côté extraordinairement révolutionnaire, puisqu'il amène ce qui doit être. Il amène l'essentiel. Il amène finalement les énergies d'unité. Et naturellement, ça bouscule partout où en bas, il n'y a pas d'unité. Partout où en bas, il y a au contraire de l'égoïsme. Partout où en bas, il y a des vieilles choses. Donc du coup, ça va complètement bousculer les choses en bas. D'où toutes les révolutions. Quand on regarde ce qui se passe, quand on comprend un petit peu mieux l'amour, quand on comprend un petit peu mieux ce qu'est vraiment la réalité des relations au niveau de l'humanité ou de la planète Terre, on dit mais ça va pas. Quand on voit comment les enfants sont traités quelquefois, mais c'est pas ça. Les homosexuels, comment on les traite, mais c'est pas ça. Les femmes par rapport aux hommes, mais c'est pas ça. Bref, on commence à voir un certain nombre comme ça de choses qui disent mais c'est pas ça du tout. Et là, on se rend compte qu'il y a des choses vraiment à bouleverser, à amener. Alors, quelquefois, vous voyez, on pourrait dire, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est là que souvent, il y a le défaut de la qualité. C'est qu'on aurait envie tout de suite d'agir concrètement. Mais non, c'est pas ça qui va nous être demandé. Ce qui nous est demandé, c'est d'agir intérieurement. À la question, qu'est-ce qu'on fait? Il faut te répondre tout de suite, qu'est-ce qu'on est? Parce que si je fais quelque chose, mais que je ne suis toujours pas amour, ça ne changera rien. Par contre, si je suis un petit peu plus amour dans mon quotidien, dans ma façon de parler, dans ma façon d'être, etc., ça changera tout, même si ça ne se voit pas, même si je fais apparemment rien. C'est là que va se situer véritablement le changement. On va répondre progressivement au « c'est pas ça » par de plus en plus de bribes de « c'est ça ». Oui, là, on amène ce qui est juste. Là, on va amener des choses comme ça. C'est vrai que si on se situe de telle ou telle manière, c'est vrai que si on répond comme ceci, c'est vrai que si on est comme cela, alors forcément, autour de nous, ça amène des changements. Et c'est comme ça que ça se fait dans la société et dans le monde. C'est intéressant de voir que le Verseau, quelqu'un qui a une jarre sur la tête, et puis qui verse de l'eau. En vrai, c'est pas de l'eau. C'est pour ça que c'est un signe d'air. C'est de l'énergie conscience. On dit même que souvent, c'est la vie et l'amour. Des courants de vie et des courants d'amour qui sont ainsi déversés. C'est pour ça que le Verseau, ça pourrait s'écrire le verse haut. Quelqu'un qui verse le haut en bas. D'où, vous voyez, le côté éminemment révolutionnaire de la chose. Une chose intéressante, c'est l'étymologie du mot verser. Verser, ça vient d'un mot latin qui veut dire bousculer, malmener, arriver comme ça à bouger les choses, c'est assez bizarre, hein? Et pourtant, il nous reste quelque chose de ce mot-là. Quand on dit « il pleut à verse », verse, ça veut dire « il pleut tellement que ça va faire verser la végétation ». Et quand on dit quelquefois encore « ma voiture a versé sur le côté », on emploie encore ça. Maintenant, ça a été beaucoup remplacé par « renverser ». Mais on emploie encore ce mot « verser ». Donc, quand il y a une tempête, ça verse les blés. Voilà. Quand il pleut à verse, verse veut bien dire que les choses qui bousculent, qui renverse, qui malmène, qui amène vraiment quelque chose d'un peu révolutionnaire, qui fait bouger les choses. Du coup, comme on ne comprenait pas bien ce que ça voulait dire, on a créé le mot averse. Mais bon, une averse a pu dire grand-chose. Mais c'est pour ça intéressant de voir que finalement, le Verseau est une énergie d'amour qui forcément va amener tout ce qui est dans les establishments encore très concrets, très personnels, très individuels. Ça va bousculer l'establishment autour de nous, et naturellement en nous. Parce que ces énergies de groupe, ces énergies de conscience d'ensemble, ça bouscule tout ce qui est encore très personnel en moi. Moi, ma vie, mon œuvre, ce que j'ai, ce que je veux faire, c'est quand même ça qui est important. Donc plus je perçois cette notion d'amour et que je vois ma vie, je me dis, mais c'est pas ça. Comment je peux vivre ça? Ou bien j'ai réussi à être comme ça dans cette notion d'unité, je suis un avec le tout. Puis à un moment, je me surprends à avoir une réaction dans mon quotidien d'égoïsme. Non, c'est pas ça. Et donc, comment amener l'un à travers l'autre? Comment progressivement vous vers ça? En voyant que ça va faire verser beaucoup de choses dans ma propre vie. C'est pour ça que le mois de février, encore de l'étymologie, le mois de février, ça veut dire le mois des fièvres. C'est que ça nous fait vraiment une sacrée suée.
C'est qu'il y a tellement de choses qui arrivent, il y a tellement de choses qui déboulent, que soit on résiste, j'en fais une fièvre, j'en fais une grippe, etc., soit finalement, ouf, ben voilà. C'est un moi un petit peu qui bouscule, qui peut nous rendre malade, parce qu'on amène des choses tellement essentielles que le petit moi, le bas, en est quelque peu bouleversé. Le défaut de cela, je l'évoquais tout à l'heure, le défaut qu'on pourrait trouver dans certains comportements d'énergie verso, c'est de vouloir apporter des réponses concrètes à des problèmes concrets. Hein, c'est de vouloir tout simplement dire, bah voilà, prendre la question, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Et de faire des choses concrètes par rapport à des problèmes qui sont eux-mêmes concrets, mais qui ne changent rien. Or, c'est ce qu'on appelle poser un pansement. Momentanément, c'est vrai que s'il y a un problème, il ne saigne plus, ça a l'air d'aller mieux. Mais ça ne soigne pas du tout. Les seuls soins dont a besoin l'humanité, c'est de changer de niveau de conscience. Et ça, c'est ce que nous avons à faire. Dès que nous changeons de niveau de conscience, là, les choses s'organisent complètement différemment. On dit que le Verseau, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup dans les associations, beaucoup dans les ONG, etc., comme je vous le disais tout à l'heure, et qui apporte toujours des tas de solutions concrètes. Quelquefois, on dit que quand il est comme ça, c'est vrai que c'est un peu superficiel parce qu'il ne va pas chercher profondément. Ça, c'est le défaut. Mais on commence tous un peu comme ça, à vouloir dire, mais on est tellement souvent les bras ballants, on dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc dès qu'on peut faire quelque chose, on le fait. Mais si on va chercher plus profondément, plus intérieurement, on dit, ok, tu as fait quelque chose, c'est très bien, hein, ça a dépanné. Mais à un moment donné, il faudra pouvoir aller plus profondément pour, en même temps que tu aides comme ça sur le plan physique, il faut pouvoir aussi changer l'état de conscience. Car c'est ça qui est intéressant, comment nous entamons une contagion de changement de conscience du point de vue de l'amour. Voilà le troisième point. Tout ceci peut se réaliser progressivement grâce au quatrième point, l'interdépendance des cycles et des rythmes. Ça aussi, c'est quelque chose qui est extrêmement important et qui finalement représente, on pourrait dire, toute la base de tout ce que nous allons travailler cette année et que nous avons tout à l'heure un petit peu résumé. En effet, rien ne se passe sans rythme. Le monde des énergies n'est pas un monde qui circule comme ça d'une manière ondulatoire, assez indéfinie et imprécis. Tout est étonnamment rythmé. C'est pour ça que finalement, quand on parle de vibration, on parle de rythme. Quand on vous parle de longueur d'onde, qu'est-ce que c'est qu'une longueur d'onde si ce n'est un rythme? Si on vous parle d'une note de musique, un La, c'est 440 vibrations par seconde. Donc c'est un rythme, c'est un cycle. Donc la lumière, les ondes radio, tout est cycle, tout est rythme. Et tout se propage selon des rythmes et des cycles. Et quand on veut travailler avec des énergies de la conscience, alors il faut travailler avec des énergies cyclées, rythmées. Et comprendre justement cette notion de rythme qui est importante. Toute créativité ne se fait que de cette manière-là. Ça veut dire qu'on sait très bien que dans différents domaines, que ce soit dans le domaine sportif ou dans le domaine artistique, quelqu'un qui veut devenir un grand pianiste ou quelqu'un qui veut devenir un grand champion, s'il ne rythme pas sa vie, s'il n'a pas une vie rythmée d'entraînement régulier, mais qu'il le fait simplement quand ça lui chante, beaucoup à certains moments, puis pas du tout à d'autres, rien ne fonctionne. Tout le monde sait que la régularité, le rythme est fondamental pour arriver à quelque chose. L'arythmie n'aboutit à rien. Des personnes arythmiques ne réussissent pas à construire quoi que ce soit dans leur vie. Ça, c'est vraiment une chose tout à fait fondamentale. C'est important de partir de la respiration. Dans la respiration, nous avons 4 temps. On a ce qu'on pourrait appeler l'inspire, où nous prenons donc l'air. On n'a pas souvent l'habitude, mais si vous avez fait des exercices de respiration, yoga ou autre, vous savez qu'il peut y avoir une phase qu'on appelle une phase d'apnée haute, pendant laquelle on retient notre respiration poumon plein. Puis une phase d'expire, et enfin une phase de repos, une phase intermédiaire qu'on appelle apnée basse, où là on a les poumons vides. Donc on a 4 phases fondamentales de respiration. Inspire, apnée haute, expire, apnée basse. Dans le yoga ou dans le pranayama, on fait beaucoup travailler cela. Pourquoi? Parce que en Orient, il est toujours très important que les gens apprennent les choses, non pas en les expliquant comme je viens de le faire, ça c'est très occidental, mais en l'expérimentant par eux-mêmes. Donc on leur dit, tu respires à 4 temps, pendant des années et des années. Et à partir de là, tu découvriras l'immensité de l'enseignement que ça cache. Parce que c'est de là que tout part. En effet, nous parlons de respiration. Et quand on parle de respiration, là nous prenons de l'air à l'inspire. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'apnée haute? Quelque chose de très particulier qui est très important pour les apnéistes, ceux qui font de la plongée sous-marine sans bouteille. Ça veut dire qu'au moment de l'apnée, eh bien, les globules rouges qui sont dans les poumons vont se charger très particulièrement d'air et d'oxygène. Sinon, quand on est simplement dans l'inspire et dans l'expire,
Bon, voilà, ça circule, mais finalement, les globules qui arrivent, qui ressortent, ben, ils sont plus ou moins chargés d'oxygène. Lorsqu'on retient sa respiration, ils sont chargés à bloc. C'est pour ça que les apnéistes, avant de plonger, pratiquent énormément d'apnée haute, un maximum, pour mettre plein d'oxygène dans leurs globules. Et puis, donc, expire, on va utiliser donc cette énergie, et apnée basse, un temps de repos. C'est intéressant de le voir du point de vue de l'énergie. Parce que qui dit respiration dit énergie. C'est pour ça qu'il faut respirer par le nez. Nous avons 2 points à l'intérieur du nez qui captent justement ce qu'on appelle le prana de l'air. Donc quand nous respirons de l'air, en fait, nous prenons de l'énergie. Donc, en inspire, nous prenons de l'énergie. En apnée haute, nous allons faire le plein de cette énergie, en parallèle avec ce qui se passe avec les globules rouges. En expire, nous allons utiliser cette énergie et un temps de repos et de bilan par rapport à l'apnée basse. Je n'ai pas le temps, mais je pourrais vous montrer combien c'est mis complètement en évidence par ce que font les sportifs. Tout geste sportif est préparé sur l'inspire. Quand vous faites un effort, si bref soit-il, il se fait toujours sur l'apnée haute. Quand vous prolongez votre mouvement, il se fait sur l'expire. Et un temps de repos, rien ne se fait vraiment qui demande un effort au moment de l'apnée basse. Donc, automatiquement, sans que personne ne nous l'ait appris, on utilise tous ces temps-là, tout simplement parce que c'est un moment important. On prépare en inspire, en apnée, il se passe quelque chose qui fait qu'il y a une imprégnation. C'est un moment de contact, d'imprégnation profonde qu'on peut utiliser dans l'expire et faire le bilan en apnée. C'est autre chose, tiens, qui n'est pas très sportif, c'est l'expression être bouche bée. Ou bien, ça m'a coupé le souffle. Vous voyez quelque chose de beau. Je suis en apnée haute. C'est toujours en apnée haute qu'on est bouche bée. Vous voyez, comme souvent, on respire avant. Ouais, ça, c'est vraiment des moments comme ça. C'est le moment où on est en apnée haute parce qu'on va s'imprégner. Alors, on s'imprègne de l'émotion, on s'imprègne de la beauté, on s'imprègne de la gravité, peu importe. Mais oui, c'est vraiment relié à ça. Donc, c'est un moment très important qui permet une utilisation et après, donc, un temps de repos. Ça, c'est, on pourrait dire, le point de départ. C'est comme nous vivons l'énergie donc au niveau individuel. Maintenant, naturellement, comme ça existe toujours en fractal, on va pouvoir l'agrandir. On va l'agrandir donc avec 4 phases au niveau de l'année. Alors, en ce qui nous concerne, nous, sous nos latitudes, on va y mettre des saisons. On va mettre printemps, hiver, été, etc. Ne perdez pas de vue que c'est simplement sous nos latitudes. C'est-à-dire que dès qu'on rentre dans les zones tropicales, c'est plus vrai, il faudrait mettre d'autres appellations. Et quand on est dans l'hémisphère sud, il faudrait complètement inverser les saisons. Mais ça n'a pas d'importance. Les saisons, quel que soit le nom qu'on y mette, etc., de toute façon, ça ne change rien. Il va toujours y avoir ces 4 temps fondamentaux. Simplement, pour nous, je vais y mettre l'appellation saison puisqu'on y est habitué. Où est-ce qu'on va mettre les saisons? Comment est-ce qu'on va les disposer? Alors souvent, ce qui apparaît, l'hiver, c'est sûrement le temps de repos, c'est le moment d'apnée basse. Donc le printemps, c'est certainement le moment où on monte, l'été, l'apnée haute, et puis l'automne, l'expire. Hein, ça paraît logique comme ça. Ben, pas du tout. Le temps de repos, c'est l'automne, c'est pas du tout l'hiver. On n'est pas au milieu de l'hiver, que déjà tous les chatons des noisetiers sont prêts. Que déjà certains bourgeons commencent à gonfler chez les rhododendrons par exemple, que déjà vous avez des premières petites fleurs qui surgissent. Hein, les personnages, vous allez bientôt avoir... voilà, exactement, ils ont qui, merci, tout ça. Tout ça c'est prêt, c'est pas loin, ça sort déjà. C'est-à-dire que l'hiver est déjà un moment de préparation. On sent que la sève, dans un mois, elle va recirculer partout, elle va remonter dans les arbres. L'hiver est ici, c'est l'inspire. C'est le moment où on prend l'énergie qui va être nécessaire pour ce grand moment de contact que sera le printemps, avec le grand moment de fructification que sera l'été, donc dans l'expire, de production de la nature, et vraiment le moment de récolte de tout ceci, le moment de repos, ça sera l'automne en rapport avec l'apnée basse. Pour nous, ça va nous donner surtout 4 temps importants et qui vont correspondre aux signes astrologiques que nous étudions. Il faut donc percevoir que l'inspire, ça veut dire que d'une manière annuelle, un temps de préparation, ça va donc couvrir 3 signes astrologiques. Ça va donc couvrir le Capricorne, le Verseau et les Poissons. Donc on va donc avoir ces 3 énergies-là. C'est pour ça que nous sommes, en train déjà de travailler Capricorne et Verseau. Comme c'est un temps d'inspire, comme c'est une saison d'inspire, c'est un moment de préparation. Vous voyez donc pourquoi le Capricorne a été un moment important de préparation de l'année. Qu'est-ce qu'on va faire cette année? Quelle créativité? Et puis deuxième temps de préparation avec le Verseau, que nous allons voir ce mois-ci. Alors quelle qualité d'amour? Donc oui, ce sont des moments qui vont être très importants et on finira avec l'énergie Poisson qui nous amènera encore une énergie très différente et qui clôturera ce moment de préparation. Préparation à quoi?
à recevoir donc les énergies lors de ce qu'on appelle les 3 fêtes spirituelles fondamentales que sont Pâques à la fête du Bélier, le Vésac à la fête du Taureau et la volonté de bien à la fête du Gémeaux. Donc Bélier, Taureau, Gémeaux, ce seront les 3 énergies fondamentales sur lesquelles on reçoit véritablement donc les énergies les plus importantes. Lesquelles énergies sont là, pas pour nous, pour notre bien-être. Ah, je me suis fait un petit bain de Bélier, un petit bain de Taureau, mais pour être utilisé créativement par rapport à l'humanité. C'est là où finalement nous avons des propositions fondamentales qui sont des propositions d'énergie, de créativité mondiale. Donc c'est pour ça que c'est important de se préparer par rapport à cela. Puis une fois qu'on les aura, eh bien, il n'y aura plus qu'à mettre en œuvre tout cela. Et donc on pourrait dire qu'à partir du début de l'été, eh bien, nous serons complètement au boulot à dire comment est-ce qu'on utilise, fort de notre préparation, comment est-ce qu'on utilise ces 3 énergies dans l'énergie Cancer, dans l'énergie Lion et dans l'énergie Vierge. Et puis naturellement, comme tout ça, ça sera passé à travers nous, qu'il y aura une créativité, c'est sûr que nous, ça laissera des traces, ça nous transforme. Et donc ce sera un grand moment d'intégration, donc un grand moment de bilan avec la Balance, le Scorpion et le Sagittaire. Et on sera reparti pour une nouvelle année, donc avec un nouvel élan créateur. Quand on voit ça, on s'aperçoit que manipuler les énergies annuelles, ça donne d'un seul coup un sens à nos mois. C'est qu'à chaque fois, on est face à une énergie complètement différente. On sait que là, pour l'instant, on est en train de se préparer et que ce n'est pas le moment, par exemple, de lancer un projet. Par exemple, il y a souvent des gens qui sont à contre-courant, qui essaient de dire « j'essaye de lancer quelque chose ». Mais ça marche pas. On me reporte toujours, etc., etc. Ou bien des gens qui disent, mais moi, ça m'a pris 6 mois. Ça a commencé là. Bah oui, évidemment. Là, c'est le moment de préparer votre projet, de recevoir les énergies par rapport à votre projet. Et il pourra commencer à partir du début de l'été, votre projet, dans les temps. Mais si vous essayez de faire du forcing, ça marche pas. C'est comme si vous essayez de faire des semis de tomates dehors. J'ai essayé pendant 6 mois, 3 mois. Mais j'ai bien fait de m'entêter parce que finalement, c'est un marché. Ah oui, évidemment. Mais ça paraît bête, mais c'est exactement la même histoire. Sauf que si vous voulez, par rapport à des semences, ça paraît évident, mais par rapport aux énergies, c'est exactement la même réalité, mais on ne le réalise pas que c'est exactement la même histoire. C'est intéressant de voir cette créativité et c'est ce que nous allons suivre cette année. Intéressant de voir aussi combien tous les cycles sont en interdépendance. C'est pour ça que je vous parle d'amour. Que le rayon 7 nous montre qu'il est important d'utiliser des cycles, des rythmes. Le rayon 7, c'est le rayon du rythme. Tout ça pour arriver à une union. Si on veut s'unir de plus en plus à chaque union, alors il faut les traiter en temps et en heure. Et comme ça marche. Il est bien évident que si on loupe, par exemple, l'hiver, si on ne fait aucune préparation, forcément, ce que je décide de recevoir au printemps, ça sera tout à fait moindre. Parce que je ne me serais pas préparé. Du coup, j'aurais peut-être pas grand-chose à utiliser et encore moins à intégrer. Et ainsi de suite, on pourrait reprendre finalement tous les éléments de cette manière-là, se rendre compte que régulièrement, on a des phases qu'on apprécie, des phases qu'on n'apprécie pas, et vous aurez l'occasion de le voir vous-même cette année. Il y a des moments, des saisons qu'on aime bien, des saisons qu'on n'aime pas. Il y a des mois qu'on supporte pas. C'est pas pourquoi tous les ans, celui-là, il ne me réussit pas. Certains mois, oui. Tout ça parce que c'est en rapport avec les énergies. Il y a des gens qui adorent se préparer dans l'hiver. Mais dès que le printemps arrive, il n'est plus question d'être dans la contemplation, alors on devrait recevoir les énergies. Mais il y a tellement de choses à faire le printemps. Tellement de boulot que du coup, je ne suis plus dans la préparation. C'est dommage parce que du coup, j'ai rien à distribuer, j'ai rien mis en œuvre. Ou bien il y a des gens beaucoup plus mystiques qui aiment beaucoup les 2 premiers 6 mois. Ah, ça vraiment. Se préparer est dans la contemplation. Mais après, qu'est-ce que t'en fais ? Moi, rien. J'attends avec impatience de retour pour le prochain hiver. On pourrait raconter beaucoup d'histoires comme ça pour vous montrer que tous ces rythmes sont complètement interdépendants, qu'il faut les comprendre les uns par rapport aux autres. Quand on dit qu'une chaîne a la résistance de son chaînon le plus faible, voilà, c'est exactement ce qui se passe. Donc c'est intéressant de voir que c'est vraiment tous ces rythmes qu'il faut respecter. On peut voir aussi un petit peu plus en détail. Chaque signe est rythmé aussi par le même rythme à 4 temps, qu'on retrouve évidemment absolument partout, comme une fractale. Ce rythme à 4 temps, ça va être le rythme lunaire, le rythme solilunaire. En effet, je vous parlais de la course de la Terre autour du Soleil, et nous avions vu que le Soleil, régulièrement, va relayer un certain nombre d'énergies. Par exemple, en ce moment, le Soleil est en train de relier les énergies du Verseau. Il va pouvoir les diffuser à l'ensemble de ces planètes. La planète Terre, elle-même, à un certain moment donné, donc, va pouvoir se relier également à ces énergies. Mais, comme tout est rythmé, même à l'intérieur ce qu'on pourrait appeler le bain Verseau, il y a aussi un rythme.
Il y a aussi un moment de préparation pour recevoir, il y a un moment où on reçoit pleinement, il y a un moment de mise en œuvre et il y a un moment de repos, systématiquement, à n'importe quel point. Mais c'est tellement systématique qu'on a inventé le moteur à 4 temps sur le principe. Admission du mélange, compression, explosion, échappement. Exactement la même symbolique. C'est vous dire l'universalité de ce processus de 4 temps. Qu'est-ce qui va nous donner le rythme pour nous? C'est la Lune. La Lune est un astre mort. La Lune n'est qu'un cadavre, la Lune est un parasite de l'espace, et finalement, c'est quelque chose qui va gêner la communication entre le Soleil et la Terre lorsqu'elle est entre les deux. Et elle est entre les deux lorsqu'elle est ce qu'on appelle la nouvelle Lune. En nouvelle Lune, on ne la voit pas, elle est noire, on la voit simplement quand elle passe juste devant le Soleil et éclipse le Soleil, évidemment, sinon on ne la voit pas beaucoup. Et donc à ce moment-là, on dit que la communication entre le Soleil et la Terre est un peu perturbée par le parasite. Donc ce n'est pas un moment où on communique. Par contre, la Terre et le Soleil vont communiquer plein pot quand la Lune va être à l'extérieur. Alors là, c'est ce qu'on appelle l'énergie de pleine Lune. La Lune est complètement éclairée, elle se voit très très bien sur la face nocturne de la Terre. Là, c'est le moment où il n'y a rien du tout entre le Soleil et la Terre, et c'est le moment de plein contact entre les deux aspects, entre les deux consciences. On parle souvent des énergies de pleine lune, voire des méditations qu'on fait au moment de la pleine lune, et on croit souvent que c'est à cause de la pleine lune. Non, la lune n'y est pour rien. Encore une fois, c'est un astre mort, et c'est justement parce qu'elle est complètement en dehors du circuit que les énergies sont fortes. Quand on dit par exemple, mais il se passe des choses bizarres, la pleine lune, des naissances, etc., c'est surtout pas à cause de la lune. C'est uniquement à cause de ce renforcement d'énergie entre le Soleil et la Terre. C'est pour ça que quelquefois on peut dormir mal. Évidemment, comme dans le même temps, on voit la pleine lune, on a l'impression que c'est elle qui est, mais elle n'y est strictement pour rien du tout. Ce rythme, nouvelle lune, pleine lune, avec naturellement premier quartier ici et deuxième quartier ici, c'est ce qui va rythmer l'histoire de la Terre par rapport à ces énergies. D'où le calendrier que je vous avais sous les yeux. Ce calendrier va vous permettre de suivre tout ce qui se passe mois par mois, donc tout le monde des énergies. Vous avez donc dans la deuxième colonne, vous avez toutes les phases. On est à la veille du premier quartier. Le premier quartier, ce sera le 24 à 23h20. La pleine lune sera le 31 janvier, etc., etc. Et puis dans la colonne de gauche, vous avez 4 noms. Alignement, contact spirituel, distribution et intégration. En fait, ce sont ces 4 phases. Ce que nous allons retrouver, c'est que la lune faisant le tour à peu près en 28-29 jours, nous allons avoir grosso modo une semaine par phase. Donc chaque phase, c'est le jour même. Donc par exemple, ici, nous allons avoir le premier quartier. Il y aura donc 3 jours avant le premier quartier, 3 jours après. Nous avons donc en tout 7 jours. Puis nous aurons 3 jours avant la pleine lune, et puis 3 jours avant le deuxième quartier et la nouvelle lune. Voilà donc comment nous allons nous y retrouver. Et donc toutes ces phases vous permettent de suivre à chaque fois ce qui se passe. Actuellement, nous sommes dans la période de l'alignement du 21 au 27 janvier. Nous sommes dans cette période-là qui correspond au Verseau. Puis nous passerons du 28 au 3 février, nous passerons dans la grande période autour de la pleine lune étant le 31 janvier. Qu'est-ce que ça nous donne ça? Ça nous donne encore un rythme supplémentaire. C'est ce qui fait que vous allez avoir dans l'année 48 semaines dont chacune a une couleur énergétique particulière. Pas de quoi s'ennuyer. Nous sommes actuellement donc dans la préparation du Verseau. Et puis donc dans une semaine, nous allons arriver à la pleine lune Verseau. On va faire le plein des énergies Verseau que nous utiliserons autour du deuxième quartier et nous en ferons le bilan et l'intégration autour de la nouvelle lune. Et aussitôt, on préparera le poisson, on contactera le poisson, on utilisera le poisson, on fera le bilan du poisson. On préparera au bélier, on contacte le bélier, etc., etc. Et ainsi, chaque énergie est elle-même rythmée complètement par rapport à ça. Le moment le plus fort donc du mois étant le moment de la pleine lune, et en particulier donc le jour de la pleine lune. C'est pour ça qu'il y a des méditations donc, qui se font à ce moment-là. Donc, voilà le schéma qui vous indique un peu toute la vie des énergies. On pourrait bien sûr le faire en fractal. On pourrait imaginer matin, midi, après-midi et soir. On pourrait aussi imaginer le début de la vie, milieu de la vie, etc. Peut-être même qu'on a des vies de préparation, des vies de contact, des vies de distribution. J'en sais rien, mais comme le fractal est vraiment une loi générale, on peut imaginer que tout ce rythme à 4 temps, c'est vraiment quelque chose d'universel. Et donc là encore, vous allez constater que dans votre quotidien, c'est facile à voir, surtout avec le calendrier, même à un niveau petit, on peut s'apercevoir qu'on aime bien l'inspire, ou particulièrement l'apnée, ou le moment d'expire, ou le moment d'apnée basse, mais que quelquefois, il y a des phases qu'on zappe systématiquement. Par exemple, quand on est quelqu'un d'assez actif,
vous remarquez qu'il n'y a pas du tout d'apnée dans les moments d'activité. On fait inspire, expire, inspire, expire. Donc quand on est assez actif, on s'aperçoit qu'en réalité, on n'a pas de temps d'apnée. Quel est l'inconvénient? Ça veut dire que je ne prends pas le temps de m'emplir de ce qui est fondamental. Il y a un problème, j'agis. Il y a une question, je réponds. D'où ce que je disais tout à l'heure, le défaut du Verseau qui a tendance à réagir concrètement à une question concrète sans avoir pris le temps d'être remonté suffisamment haut pour amener quelque chose de différent. Le verse haut dans le bas. Dans notre vie, progressivement, il faut prendre le temps de l'apnée haute, le temps de contemplation, de faire le plein, de s'arrêter, de faire silence. Quelquefois, on zappe l'apnée basse, qui est l'apnée d'intégration, le temps où on tire les leçons, où on fait le bilan, ce qu'on pourrait faire le soir dans sa journée. Et si je ne fais pas de bilan, qu'est-ce qu'il y a? Je recommence les mêmes erreurs. Donc j'inspire, je fais ça, puis hop, je repars. Dans notre vie, là aussi, il y a des tas de conséquences si on n'est pas dans l'interaction et l'interdépendance et l'interrelation et l'importance de chacune de ces phases. Tout a une importance fondamentale par rapport à notre créativité. C'est vraiment comme ça que nous pouvons concevoir, agir par rapport à l'amour. Donc c'est ce que nous allons suivre ensemble. C'est ce rythme fondamental, c'est ce rythme global et comment nous allons réussir à finir la préparation avant d'entamer les grands moments donc, de printemps. Pour en revenir donc à ce que nous avons à faire maintenant, nous sommes vraiment dans cette énergie d'amour. On fait un travail silence, d'intérieur, on cherche à essayer de percevoir de plus en plus qu'est-ce qui se passe du point de vue de l'unité, du point de vue de l'amour, de l'interrelation des êtres, du point de vue des événements. On commence à concevoir la nécessité aussi d'amener les choses dans notre vie, de ne pas séparer les différents plans, de ne pas séparer une vie spirituelle et une vie matérielle, d'amener les choses concrètement dans notre vie. Et puis peut-être de voir comment ça se rythme cette histoire-là, parce que plus on vit le rythme, plus les choses s'intègrent progressivement. Le Verseau est symbolisé dans le corps physique par la circulation du sang. Et tout à l'heure, je vous disais, le sang, il va se charger d'oxygène au niveau des poumons, et ensuite il va amener ça jusque partout. Ça, c'est le Verseau. Le Verseau, c'est la capacité d'aller se charger de qualités fondamentales, de l'amour, de la lumière, de la volonté, et ensuite de pouvoir amener cela partout. C'est pour ça que la parole clé du Verseau, sur laquelle on peut méditer, c'est « Je suis l'eau vive versée pour ceux qui ont soif ». L'eau vive, c'est ce que verse le Verseau. C'est cette conscience supérieure, cette conscience d'amour. Donc je suis l'eau vive versée pour ceux qui ont soif, parce que naturellement, s'il y en a qui n'ont pas soif, je ne vais pas les faire boire de force. Oui, c'est vraiment notre qualité. Donc ce que nous avons à faire ce mois-ci, c'est ça. Rentrer dans cette qualité d'amour et d'avoir la capacité de pouvoir l'émaner à travers nous. C'est ce qu'on appelle aussi, d'un mot que vous avez certainement beaucoup entendu, le service. On dit souvent que le Verseau, c'est le signe du service. Il y a deux façons de le comprendre. Le service, tel qu'on le comprend habituellement dans notre vocabulaire, c'est rendre service, être utile, faire des choses pour les autres. Ça, c'est l'aspect Verseau premier, c'est l'aspect Verseau concret. Par contre, le véritable service ne se voit pas. Le véritable service, c'est l'émanation de l'âme à travers la personnalité. Ce n'est pas un état de faire, ça c'est rendre service, c'est un état d'être. Et donc comme je suis sensiblement différent, ça agit à travers moi. Il n'y a pas besoin de faire quoi que ce soit pour être en service. C'est pour ça que la plupart du temps, les premières fois où on est vraiment en service, c'est simplement quand on ne fait rien. C'est-à-dire en méditation. En méditation, je me donne tous les moyens d'être branché sur ces qualités et de les amener à travers moi, autour de moi, au-delà de moi. Naturellement, plus j'aurai l'habitude de pouvoir être en service, je peux le faire aussi pendant que je rends service. Je peux faire les deux en même temps, mais c'est déjà plus compliqué. Parce que quand on est occupé par ça, par le concret, par le fait de rendre service, on n'est pas tellement forcément bien aligné par rapport à la capacité de pouvoir rejoindre les plans supérieurs de conscience. Donc voilà ce que nous avons à travailler ce mois-ci. Deuxième temps de cette préparation, suite à la créativité que nous avons pu définir le mois précédent, maintenant faire un effort de sensibilité, ouvrir notre sensibilité à l'amour, à l'unité, à l'interdépendance, à l'interrelation, et chercher à voir comment, même par des petites touches, des tout petits moments, c'est quelque chose qui peut s'incruster complètement dans notre quotidien. Comment être l'eau vive versée pour ceux qui ont soif? Je vous propose de méditer là-dessus.